Alors, précieuse découverte au fil de mes lectures, durant la préparation de ces assises, Montpellier fut capitale du parfum bien avant Grasse. Le saviez-vous, Montpelliéraines et Montpelliérains? Caroline Redon-Geoffrey, auteure de ce livre passionnant Montpellier, capitale ancestrale du parfum, journaliste, spécialisée dans l'univers des parfums, des arômes et des vins, nous fait l'honneur et le grand plaisir de venir nous retracer cette histoire du cru, cette histoire montpelliéraine. Alors ce livre dont je détiens un des derniers exemplaires, collector, est aujourd'hui épuisé, mais en cours de réédition. Vous ne le trouverez pas à la cavale. Date de sortie encore un peu floue, mais prévue pour début d'année 2023. Et je peux vous dire, pour vous rendre jaloux et désireux, que vous y trouverez un tas de choses et que vous ne serez pas déçus de le trouver dans les rayons des libraires en début 2023. Pour l'instant, pour le découvrir en partie, je laisse la parole à Caroline pour cette belle promenade intramuros. Bonjour. Avant de commencer, je profite de la présence d'Elisabeth de Fédot qui est là et qui m'a beaucoup inspirée, notamment pour parler de Jean-Louis Fargeon, évidemment, puisqu'elle en a maîtrisé un petit peu la vie. Et ça m'a été très précieux, notamment pour raconter sa période parisienne, sur lequel j'avais quand même assez peu d'informations. Voilà. Après, comme l'a dit Jacques, je suis journaliste et non pas historienne. Donc en fait, j'ai fait un travail un peu transversal, à la fois sur l'histoire de la ville de Montpellier, celle des parfumeurs, et puis il y avait des croisements heureux. Et c'est ce qui a donné naissance en fait à cet ouvrage. Et donc je vais vous conter un petit peu les raisons pour lesquelles Montpellier est si important pour le monde des parfums. Voilà. Donc Montpellier. Nous allons évoquer en fait une histoire plutôt étonnante et assez méconnue pour la plupart des Montpelliérains et même des gens du pays. Et pour comprendre en fait cette relation entre la ville et les parfumeurs, on va devoir remonter dans le temps et on va repartir dans le Moyen-Âge à partir du 7e siècle exactement, c'est-à-dire même avant la naissance de Montpellier. Qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge? Eh bien, il y avait une formidable ouverture sur la Méditerranée. À cette époque, les ports d'Aigues-Mortes, puis celui de Latte, étaient des lieux où le commerce se pratiquait déjà de manière très intensive. Ces ports étaient ouverts sur la Méditerranée et il existait en fait une activité commerciale avec tous les grands comptoirs italiens, comptoirs grecs, ceux du Moyen-Orient. Et indépendamment des relations établies avec la principauté d'Antioche, notamment, et des échanges continuels qui avaient lieu dans les ports et les villes de la Cilicie, qui est en fait la petite Arménie, les Montpelliérains, y compris les Génois, les Vénitiens, les Pisans, les Siciliens et les Provençaux, et les Aragonais, bien sûr, avaient des entrepôts où ils stockaient en fait leurs marchandises avant de les transporter d'Orient en Europe et d'Europe en Orient. Et ça, c'était dans la petite Arménie, c'est-à-dire que c'était quand même très très loin, on est vraiment à l'autre bout de la Méditerranée. Imaginez ça, on est quand même à peu près au 7e siècle, quoi. C'est quand même assez étonnant. Donc on échangeait quoi à l'époque? On échangeait des épices comme le poivre, la muscade, la cannelle, la girofle, la réglisse, des drogues aussi d'origine animale comme le musc ou le miel, des minéraux comme l'ambre, la pierre de volcan, des résines d'arbres avec lesquelles on faisait de l'encens, des bois exotiques et des fruits, notamment les agrumes qui étaient inconnus ici. Donc à Montpellier, les étals des commerçants, que l'on nommait alors les épiciers, les marchands d'épices, dans les grandes foires du sud de la France, étaient donc très très appréciés. Et les bateaux repartaient du port de Latte, chargés de tissus, de broderies, de jarres de vin, de céréales ou d'huile d'olive. C'est important de comprendre en fait comment, à cette époque, les échanges, les découvertes culturelles, culinaires, intellectuelles et les savoirs ont fondé des relations solides et ont permis, entre les Languedociens et les commerçants de tout le pourtour méditerranéen, une formidable ouverture au monde que les autres parties de la France ne connaissaient pas. Donc là, c'est un traité justement avec la petite Arménie qui avait été signé avec les marchands de Montpellier.
Alors, l'essor de la parfumerie, cette fabuleuse ouverture de la Méditerranée et la richesse des comptoirs va évidemment concourir à l'essor de la parfumerie, en tout cas les prémices de la parfumerie. En fait, la région dispose de plusieurs atouts qui expliquent un petit peu l'essor de la parfumerie. Premier atout de la région, c'est la protection commerciale, c'est-à-dire la cité est privilégiée puisqu'elle bénéficie bénédiction papale qui accorde aux marchands montpelliérains la liberté d'échange avec les infidèles et la non-taxation sur les exportations. Donc c'est vraiment un énorme avantage par rapport aux autres exportations qui pouvaient exister en France. Deuxième atout de la région, les grandes foires. Celles-ci étaient des carrefours exceptionnels et faisaient venir beaucoup de monde. Les épiciers de la région étaient réputés pour la qualité et la singularité des produits qu'ils proposaient. Montpellier devient le carrefour de ces denrées rares, de ces étoffes précieuses, destinées notamment aux foires de Beaucaire, de Montagnac ou de Pézenas. Donc on est vraiment dans le pourtour méditerranéen. Troisième atout de taille, c'est la position stratégique de la cité de Montpellier. D'abord, c'est la route des pèlerins qui allait à la basilique de Compostelle et qui passait donc par la côte de la Méditerranée. C'étaient des pèlerins qui arrivaient d'Italie, d'Allemagne et qui passaient aussi par Montpellier. C'était une étape où l'on pouvait se reposer, se faire soigner et racheter des vivres pour la route. Vous aviez aussi la voie Domitia, qui était l'ancienne voie romaine qui allait de l'Italie à l'Espagne et qui était donc la route des voyageurs de l'Europe. Et puis c'était aussi le croisement obligé entre l'Espagne et l'Italie et la plaine de l'Aquitaine et la vallée du Rhône. Donc vous voyez combien Montpellier était stratégiquement à la bonne place et combien tous ces ingrédients mis les uns avec les autres allaient petit à petit constituer les éléments indispensables pour le début de la parfumerie. L'arrivée de ces nombreuses populations à Montpellier, puisque Montpellier commence à exister bien sûr, va tracer un peu le contour de cette ville. Et à la fin du Moyen-Âge, s'il y avait à peu près 10 000 habitants à Montpellier, il y en avait près de 40 000 au XVe siècle. Le dernier atout que je cite vraiment en dernière partie, mais qui a vraiment toute son importance, c'est la création de l'école universitaire de médecine à Montpellier en 1220. Grâce à l'hospitalité du seigneur de la cité, qui s'appelle Guillaume VIII, qui souhaitait faire de Montpellier une ville très renommée pour ses savoirs. Du coup, tous les savants qui étaient des nomades ou qui voyageaient ou qui étaient expulsés ont trouvé rapidement dans cette ville une véritable hospitalité. Je parle des médecins de l'université italienne de Salerne qui, eux, voyageaient régulièrement, mais aussi des Hébreux chassés d'Espagne, des scientifiques arabes, persans. Tous avaient la liberté de venir sans danger, exercer leur talent et partager leur précieux savoir. L'idée de transmettre en fait cette connaissance polyphonique s'est imposée naturellement, et ça a été dit tout à l'heure, à l'université de Montpellier, les livres étaient en latin, en arabe, en persan, en espagnol, en italien, en hébreu. Donc vous imaginez le fantastique creuset que ça pouvait être et l'échange de savoir qui s'y passait. Mais revenons au parfum. À l'époque, que ce soit en Italie ou en France, le parfum, c'était surtout des eaux de senteur assez légères. Grâce à l'intervention d'Arnaud de Villeneuve, dont on a évoqué sa présence tout à l'heure, qui est un médecin, un astrologue français, brillant érudit, qui enseignait aussi à l'école universitaire, il a eu cette idée géniale de rapporter de l'université italienne de Salerne le principe de la distillation alcoolique, c'est-à-dire la manière de capter les molécules olfactives, mais de manière beaucoup plus concentrée qu'une distillation à la vapeur d'eau, ça on s'en doute bien sûr, et ça va permettre de conserver plus longuement le parfum des plantes. Et donc c'est vraiment là une révolution, c'est-à-dire qu'on va passer des eaux de senteur au premier parfum alcoolique qui pourra être conservé beaucoup plus longtemps. Donc les épiciers de Montpellier, qui proposaient ces eaux de senteur à base de cannelle, de rose, de fleurs d'oranger, de romarin ou de lavande, vont, avec cette invention, pouvoir réaliser les vrais premiers parfums. Et la science apportée par les médecins de l'école universitaire va leur permettre de réaliser des compositions évidemment de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiquées. Ces épiciers apothicaires, ce qu'ils vont devenir, vont commencer à être très célèbres pour leurs élixirs, qu'ils vont créer à la fois pour soigner les pèlerins, pour tenter de lutter contre la peste et autres maladies.
Et soigner les pèlerins, ça a beaucoup de vertus, parce que les pèlerins, ça voyage, et quand ils sont extrêmement bien soignés, ils colportent la bonne parole. Et donc, très vite, Montpellier est devenu la place où il était très intéressant de venir se faire soigner, parce qu'il y avait là tout ce qu'il fallait pour pouvoir repartir sur la route en bonne santé. Et je pense notamment à un élixir particulièrement réputé qui s'appelle la thériaque, et notamment celle de Montpellier, qui était une sorte de remède universel, une espèce d'antidote composé de 74 ingrédients, avec de la cannelle de Ceylan, le bois d'aloès, l'iris de Florence, de la myrrhe, du galbanum. Enfin, c'est un vrai inventaire à la Prévert, c'est absolument magnifique. Et dans ces 74 ingrédients, il y avait aussi de l'opium. Donc, on peut tout à fait comprendre pourquoi il était déjà très populaire, cette thériaque, en fait. Et si les compositions étaient créées au début dans un souci thérapeutique, elles vont petit à petit devenir cosmétiques. C'est-à-dire que la pharmacopée va se mélanger aux senteurs de beauté, et les apothicaires s'adressent à la fois aux bien portants et aux moins bien portants. Élixir, poudre, eau de senteur, coussinets aromatiques brodés, savonnettes, pommades pour les lèvres ou le teint, condiments, liqueurs, tous ces produits commençaient à s'afficher dans les officines des apothicaires, mais c'était quand même des produits raffinés hors de prix. Pour vous donner une idée, l'achat de plusieurs senteurs était équivalent à l'entretien d'une compagnie de 200 hommes pour une semaine. C'est vous dire combien c'était des cadeaux très précieux quand la ville de Montpellier offrait, par exemple, aux gens de passage, aux personnalités de passage, un ensemble, un coffret de senteurs, comme ça arrivait très fréquemment. Je m'aperçois que j'ai complètement oublié mon slide, excusez-moi. Donc là, on fait un rapide. Donc ça, c'était les premiers documents de Arnaud de Villeneuve et de Samétine, et des premiers médecins. On arrive aussi à un autre aspect très important dans la ville de Montpellier et qui va asseoir la renommée de Montpellier, c'est la création du Jardin du Roi. La curiosité des médecins envers les plantes et leurs propriétés médicinales va provoquer la création de ce jardin botanique et qui sera réalisé 33 ans avant celui de Paris. C'est dire si Montpellier était vraiment un lieu de savoir scientifique d'importance. Pierre Richer de Belleval va demander au roi Henri IV de créer un jardin royal, et en 1593, au XVIe siècle, cet espace dédié à la botanique va voir le jour, et les apothicaires et les médecins vont véritablement partager là leur savoir. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, je remonte assez rapidement, vous avez compris, la célébrité de Montpellier est telle que de nombreux étudiants viennent de toute l'Europe pour étudier dans les officines des apothicaires, dont les dynasties constituent à cette époque de véritables références. Et là, je voulais vous montrer justement ce document qui est assez remarquable. Ce jeune Emmanuel Reiner, cet étudiant suisse qui vient pratiquer chez un apothicaire de Montpellier au début du XVIIIe siècle, va créer un album d'autographes absolument magnifique qui est aujourd'hui conservé au musée de la pharmacie de Bâle en Suisse et qui constitue en fait un témoignage extrêmement vivant de son apprentissage et de ses pratiques. Et là, notamment, on le voit cueillir en garrigue des plantes aromatiques et puis il commente, il explique ce qu'il fait, etc. Donc on voit là, en fait, une fois de plus, que Montpellier rayonnait par son savoir et par la qualité de ses apprentissages, qui évidemment après rayonnaient sur toute l'Europe. C'est vraiment des très très jolies peintures. Alors, évidemment, je vais parler de la fameuse l'eau de Reine de Hongrie. Là, je sors de ma chronologie, mais c'était important de s'arrêter dessus puisque elle est considérée comme le premier parfum. On se retrouve là, on est au XIVe siècle, en 1370 exactement. Le romarin, issu de la garrigue montpelliéraine, figure parmi les plantes médicinales les plus utilisées au Moyen-Âge, car cette plante soigne, apaise et vivifie. En 1370, un alcoolat de romarin et de térébinthe, de pistachier lentisque, est créé dans les alambics de Montpellier et que l'on connaîtra plus tard évidemment sous le nom de l'eau de la Reine de Hongrie. C'est sans doute la première composition qu'on peut appeler parfum. Il est annoncé comme un élixir de beauté et un remède puissant à la maladie,
contre l'épidémie de la peste, notamment, qui va durer par vagues successives plus d'une trentaine d'années, contre les migraines ou les troubles de la vue, et sa composition au fil des siècles va s'enrichir tantôt de roses ou de fleurs d'oranger. La fameuse légende dont parlait tout à l'heure Elisabeth de Fédot, qui raconte que cet alcool-là aurait été offert par un ermite à la reine de Hongrie, qui avait un âge assez canonique, et qui retrouva au bout d'une année d'utilisation forme, beauté et santé. Là encore, je rejoins Elisabeth de Fédot parce que je pense que les historiens... Enfin, je salue plutôt le génie marketing des parfumeurs montpelliérains, parce que l'histoire était assez bien maniée. Mais je ne pense pas qu'elle soit réelle. Sébastien Mat-Lafaveur, qui était un jeune chimiste autodidacte montpelliérain, va tenter, lui, d'imposer sa version de la reine de Hongrie en tentant de la faire connaître à la cour de Louis XIV afin d'obtenir les faveurs royales et donc une forte popularité pour son officine. Le pari est réussi, il y arrive, et le roi et Madame de Maintenon en font leurs produits favoris et vendent ses propriétés évidemment revitalisantes, thérapeutiques et cosmétiques. Au XVIIe siècle, même Madame de Sévigné, qui animait alors son cercle littéraire, très réputé à Paris, vante également les qualités de cette eau dans ses courriers qu'elle adresse à sa fille, Madame de Grignan, ou à ses amis. Et cette composition parfumée a permis, elle aussi, une fois de plus, à asseoir la renommée de Montpellier. Je reprends ma chronologie. Donc là, ça c'était le romarin, bien sûr, qui est, on va dire, la plante phare de la garrigue montpelliéraine, et puis la liste des vertus de cette eau de Hongrie. La garrigue de Montpellier, on l'a vu, offre une quantité incroyable de plantes aromatiques et qui vont venir agrémenter les compositions parfumées. Lavande, romarin, thym, pistachier, lentisque, qu'on l'a vu, constitue un trésor végétal que les parfumeurs vont beaucoup exploiter. On y fabrique des poudres parfumées pour les perruques, des parfums à porter sur soi dans des bijoux, des crèmes pour la peau ou les cheveux, des sirops, des pommades. Des parfums très puissants, souvent à base de musc, pour effacer les mauvaises odeurs corporelles. N'oublions pas, on l'a dit tout à l'heure, que se laver à l'eau était considéré comme dangereux. Entre les 15e et le 18e siècle, il y a à Montpellier plus d'une centaine d'apothicaires parfumeurs dans la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il me semble bien que la rue de la Loge était appelée autrefois la rue des parfumeurs et il y avait des officines sur toute la longueur de la rue. C'était quand même assez incroyable. Qui étaient-ils ? Il y avait les Fargeons, bien sûr, les Costes, Catelan, Estève, Farge ou Mat-Lafaveur. Et tous officient et transmettent leur savoir et leur composition secrète à leurs enfants. De véritables dynasties de parfumeurs vont ainsi voir le jour dans la cité languedocienne. Et on va évidemment parler de la plus célèbre dynastie, c'est celle des Fargeons. On va s'y attacher un petit peu. Parmi les membres plus reconnus de cette famille, il y a d'abord le premier maître apothicaire, Jean Fargeon, réputé pour ses très belles créations, qui vont d'ailleurs charmer la grande mademoiselle, fille aînée du frère de Louis XIV. Tantôt licoristes dans cette famille, tantôt marchands de parfums, les descendants se réfèrent toujours au traité rédigé par leur ancêtre, Jean Fargeon, qui est devenu pour eux une véritable Bible. L'aventure se poursuit avec Jean-Louis Fargeon au milieu du XVIIIe siècle, qui va lui donner une nouvelle impulsion aux compositions familiales et décide de tenter sa chance à Paris, évidemment pour séduire les bourgeois, les nobles et la cour du roi. À l'époque, beaucoup de boutiques de parfumerie vantaient les mérites des compositions réalisées par les apothicaires parfumeurs de Montpellier. C'est même assez étonnant. Mais il faut vous imaginer quand même des officines à Paris dont les devantures ça s'intitulait « À la mode de Montpellier »,« Au messager de Montpellier »,« La toilette à la mode de Montpellier ». C'était extrêmement tendance. Non, c'était pas celle-là, je crois que j'étais avant. Voilà, c'était extrêmement tendance que d'afficher le nom de Montpellier sur les officines. C'est vous dire la popularité quand même de cette ville, quoi. C'est assez incroyable. Sébastien Mat-Lafaveur, comme on l'a vu tout à l'heure, aura toute l'attention du roi Louis XIV avec sa version de l'eau de la reine de Hongrie. Jean-Louis Fargeon, lui aussi, va composer son eau de reine de Hongrie qui aura beaucoup de succès, et comme le grand parfumeur aussi du roi, Simon Barbe. Louis XIV, qui était précurseur des tendances, commence à désavouer petit à petit les parfums dont on parlait tout à l'heure, un peu puissants, un peu au profil un peu animal, au profit de fragrances beaucoup moins lourdes et opter pour des compositions plus fruitées et plus florales. Dans ces cas-là, Montpellier rectifie le tir aussitôt et supprime peu à peu les notes animales de son répertoire.
Et quand Jean-Louis Fargeon pose ses bagages à Paris, il est tout jeune. Le roi Louis XV était encore sur le trône. Et ce roi-là a déjà basculé dans un autre type de parfum, déjà un petit peu plus raffiné, où effectivement la floralité était beaucoup plus présente. On apprécie beaucoup ces fragrances beaucoup plus légères. Et ce qui est incroyable, c'est que même l'étiquette prescrit l'usage d'un parfum différent chaque jour. C'est vous dire l'importance aussi du fait de se parfumer à la cour. Eau de rose, de thym, de violette ou de lavande sont évidemment à l'honneur. Et Madame du Barry, favorite du roi, est conquise aussi par les créations du jeune Fargeon. Et de ses savons, de ses pâtes au parfum floral, des pastilles ou des poudres pour embaumer les mains. Les odeurs délicates entrent dans les rites de l'hygiène corporelle. Enfin. Et l'officine parisienne de ce jeune maître parfumeur, évidemment, ne désemplit pas. Et c'est sur les conseils avisés de sa femme qu'il crée même des relais à Nantes et à Bordeaux pour exporter ses commandes aux Antilles et aux Amériques. Donc il devient évidemment par la suite, devant une telle popularité, l'un des parfumeurs attitrés de la reine Marie-Antoinette et des enfants de France. Une charge d'ailleurs qui lui vaudra d'être embastillé quelque temps avec eux. Jean-Louis Fargeon nous a laissé un ouvrage qui s'intitule L'art du parfumeur, et qui est un traité vraiment complet sur ses préparations. Arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire le déclin de la cité languedocienne. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, Montpellier lutte quand même au route de cou du royaume de France. Louis XIV, ne l'oublions pas, avait interdit aux protestants d'exercer la profession d'apothicaire suite à la révocation de l'édit de Nantes. Et le coup de grâce intervient en 1753, lorsque les compositions aromatisées et hautes senteurs du Languedoc vont être taxées alors qu'elles en étaient exemptées. Pour vous donner un exemple, l'inspecteur des eaux-de-vie rapporte que le droit pour une caisse d'eau de la reine de Hongrie allait s'élever à 50 livres pour l'entrée de Paris, alors que sa valeur à Montpellier était de 44 livres. Autant dire que là, c'était mort. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, évidemment, les regards vont se détourner de cette capitale ancestrale du parfum. Grasse, qui depuis le siècle précédent déjà était très active, était très réputée pour ses plantes à parfum, comme le jasmin, la rose, la tubéreuse, et puis pour la culture de ses agrumes. Donc, Grasse, évidemment, va bénéficier des faveurs royales et supplanter définitivement Montpellier. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui reste de toute cette histoire-là ? Parce que visuellement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent quand même à Montpellier quand on parle du parfum. Il reste quand même des choses pour qui sait regarder avec attention. D'abord, il reste le droguier de Montpellier, que je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à aller visiter, qui se trouve à la faculté de pharmacie de Montpellier et qui recense plus de 9500 spécimens. C'est vraiment un endroit absolument magique. Vous avez aujourd'hui quand même la numérisation de l'herbier par l'Université de Montpellier au niveau mondial et qui met à disposition donc, du monde entier tout le travail qui a été opéré ici depuis évidemment plusieurs siècles. La réhabilitation du jardin des plantes, évidemment, avec la restauration de la Grande Serre, celle de l'orangerie, de l'école systématique, très important. La restauration également du bâtiment de la Tendance. Et puis, il y a eu la création, il y a quelque temps, d'une eau de jardin qui a été un alcoolade de romarin accompagné de notes marines qui rappelle évidemment l'eau de la reine de Hongrie et qui a été fait avec le concours des jardiniers du jardin botanique, bien sûr. Et puis n'oublions pas, et je terminerai là-dessus, que les deux formations qui existent à la faculté des sciences de l'Université de Montpellier sont consacrées à l'étude des parfums. Il y a la licence professionnelle et puis le master d'ingénierie des cosmétiques, arômes et parfums. Pour l'instant, et je pense qu'il y aura aussi de nouvelles initiatives et des jeunes maisons liées au parfum qui, je pense, se feront connaître bientôt. Voilà.